mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous êtes bel et bien branchés sur la RTGA Aude à travers le monde. Bienvenue, Madame, Messieurs, à cette grande édition vespérale. Voici sans plus tarder les différents titres sommaires. Maxime Prévost, patron de la diplomatie belge, entame une tournée en Afrique centrale après avoir visité quelques pays limitrophes à l'instar de l'Ouganda et du Burundi. Prévost séjourne depuis dimanche à Kinshasa, capitale congolaise, pour une coopération multisectorielle. Trois morts, dont un militaire et 2 civils. C'est le bilan enregistré après des braquages orchestrés dans la ville de Kindu. La société civile locale sollicite la suspension du maire de la ville face à ces cas répétés. La semaine mondiale de la vaccination se clôture le 30 avril prochain. Lancée par l'OMS, cette semaine a sensibilisé l'opinion sur le rôle primordial du vaccin pour la protection des enfants face aux maladies infectieuses évitables. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est sous peu. Bienvenue une fois de plus à ce journal. Ouvrons-le par la diplomatie. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, est en tournée en Afrique centrale. Après Kampala en Ouganda et Burundi, il séjourne actuellement à Kinshasa, capitale congolaise, depuis dimanche. Une tournée qui mêle coopération au développement, dialogue politique et sécurité régionale. Son agenda prévoit des échanges fructueux avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'objectif étant de renforcer la place de la Belgique dans les différents processus de paix en cours, notamment celui de Doha sous l'égide du Qatar, celui de Washington où une déclaration de principe a été signée vendredi 25 avril, celui de l'Union africaine et enfin celui mené conjointement par la SADC et l'EAC pour Bruxelles. La sortie des crises passe par le respect de l'intégrité territoriale de chaque État, la fin de tout appui extérieur aux groupes armés et la promotion d'une économie transfrontalière légale et équitable. Les stratégies visant le renforcement de la coopération en matière de sécurité au cœur de la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Burundi, ouvert par Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Ces assises de 3 jours seront une solution pour prévenir les infiltrations, mais également consolider la paix entre les deux nations. Suzy Kibiromari pour petit commentaire. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, qui a ouvert la deuxième session de la commission permanente mixte RDC Burundi sur la défense et la sécurité. Accompagné du ministre burundais de l'Intérieur, Martin Niterense, cette deuxième session se tient dans la capitale congolaise. Pendant 3 jours, les experts des deux pays élaboreront des stratégies visant à renforcer la coopération en matière de sécurité, à prévenir les infiltrations et à consolider la paix, conformément à la vision partagée par les présidents Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye. Les participants examineront également la situation sécuritaire le long de la frontière commune et leurs résolutions seront consignées dans un communiqué conjoint à l'issue des travaux. J'aimerais à l'entame de ce mot remercier le gouvernement burundais
d'avoir accepté avec promptitude l'invitation du gouvernement congolais pour la tenue des présentes assises dans la métropole congolaise. C'est ici le lieu pour moi d'apprécier à sa juste valeur les efforts gigantesques consentis par les deux chefs d'État qui ont permis la tenue des présentes assises afin de permettre à la Commission permanente mixte Défense et Sécurité d'évaluer la situation sécuritaire le long de notre frontière commune pendant ce temps que notre pays est agressé par la République du Rwanda et dont nous déplorons des milliers de morts. Pour rappel, lors de la première session tenue en février 2023 à Bujumbura, capitale du Burundi, les deux parties avaient signé 2 accords de coopération en matière de défense et de sécurité. Et le point à présent sur l'ouverture ce lundi à Rabat, au Maroc, de la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, placé sous le thème « Les dialogues internationaux et continentaux dans le pays du Sud comme levier fondamental pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, la stabilité et au développement commun ». La République démocratique du Congo est représentée à ces assises par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Le speaker de la Chambre haute du Parlement de la RDC a sollicité aussi l'appui de tous les pays membres afin d'emboîter les pas aux autres pays du monde et à l'ONU en vue d'inciter les pays agresseurs qu'est le Rwanda à respecter les résolutions prises sur la cessation des hostilités et la promotion des initiatives de paix durables. Je l'annonçais en titre, 3 morts, dont un militaire et 2 civils. Bilan des braquages enregistrés à Kindu. Le fait s'est passé dans le bloc Régie des Eaux, quartier Kasuku, dans la commune de Kasuku, située en plein cœur même de la ville de Kindu, chef-lieu du Maniema. Les hommes armés identifiés comme criminels braqueurs ont tiré à bout portant sur le propriétaire d'une maison. La société civile locale déplore ces cas de braquage dans la ville de Kindu. Ces derniers jours, elle appelle ainsi à la suspension du maire de la ville de Kindu ainsi que de toute l'équipe qui dirige le commissariat urbain de la ville. Suivez ce reportage de Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent sur place dans ce chef-lieu de la province du Maniema. La population de la ville de Kindu au Maniema vit sous le rythme infernal où il ne se passe pas 24 heures sans qu'on enregistre des dégâts occasionnés par des voleurs à main armée. Dans la nuit de dimanche à ce lundi 28 avril courant, aux environs de 4 heures du matin, on a enregistré la mort de 3 personnes, dont des civils tués par balle et un homme en tenue militaire non autrement identifié qui a subi les vindictes populaires. Les activistes des droits de l'homme demandent au gouverneur de province Moussa Kabankoubi Moïse de suspendre le maire de la ville de Kindu ainsi que tous les services de sécurité urbaine qui ont failli à leur mission. Suivez tour à tour Trésor Lupiki Manga et Nestor Omisumbu Lokale, respectivement président de la coordination du Conseil provincial de la jeunesse et coordonnateur provincial de l'ONG DDDA. Yango Tolobi, gouverneur, à suspendre maire de la ville na équipe na Nyonso. Nous sommes en train d'interpeller l'autorité. Nous l'avons dit l'autre fois. Et nous avons même présenté un terme de référence pour qu'il puisse mordre afin d'associer la jeunesse à pouvoir s'autodéfendre. Parce que nous sommes là en train de voir que la situation s'empire les jours au jour. Et après le résultat positif récolté auprès de la population quinoise dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs au sein de la police nationale congolaise, l'inspection générale de la PNC vient de lancer la 2e phase de la dite campagne. Celle-ci consiste à sensibiliser les éléments de cette unité de la police sur l'importance et le rôle ainsi que l'amélioration de la qualité de leurs services. David Fidel Luzolo pour le reportage. Après une première phase de mission réussie et qui a reçu des échos positifs de la population, une seconde phase
de contrôle et d'évaluation des éléments de la police de circulation routière a été lancé. Ce week-end, les équipes des inspecteurs de l'inspection générale de la PNC ont investi les grands carrefours de Kinshasa avec des séances pédagogiques destinées à sensibiliser les agents de la PCR sur l'importance de leur rôle et l'amélioration de la qualité de leur service. Du côté des usagers de la route, c'est la grande satisfaction, d'où le maintien de ces contrôleurs sur le terrain par l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Pour l'inspecteur général, dans cette mission, il vise beaucoup plus l'éradication de ces comportements-là. Mais comme il y a ceux-là qui vont s'obstiner à demeurer dans ce genre de comportement, qu'ils sachent très bien que l'inspection générale est toujours derrière. Nous n'allons pas nous fatiguer. Et je vais aussi interpeller les usagers de la route de bien se comporter, de bien respecter les codes de la route pour qu'il y ait mariage entre la police de circulation routière et eux. Le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, tient coûte que coûte à lutter contre les antivaleurs qui ternissent l'image de la police nationale congolaise. Ici est de signaler que cette campagne que mène l'inspection générale de la PNC à Kinshasa va s'étendre dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national. En politique, Pius Mwabilu Mbaye Mukala, autorité morale du Congrès national congolais, a mobilisé le bureau politique, fédéraux et sectionnaires de son parti, le CNC, pour une meilleure sensibilisation de leurs bases respectives à leur tour et aussi pour l'acquisition de la nouvelle carte biométrique lancée récemment. Dieu merci Diaka et Pedi Pereira pour images et commentaires. À l'approche des échéances politiques à venir, l'autorité morale du Congrès national congolais CNC, le sénateur Pius Mwabilu, bat les rappels des troupes. Après le lancement de la nouvelle carte biométrique du parti, il a échangé avec les responsables du bureau politique, les fédéraux nouvellement nommés interfédérales et les sectionnaires. Un seul message à l'encontre de ces fédéraux, sensibilisation de leur base pour l'acquisition de la nouvelle carte. Les porte-paroles du parti Seleka Langila fait les comptes rendus de la réunion. Bon, l'autorité morale a un message axé sur l'espoir. Il estime que le CNC, ce grand parti de masse, doit vivre au-delà de nous tous. Et que le CNC doit continuer à jouer son rôle. Le rôle du CNC, c'est de faire en sorte que le social du peuple congolais puisse s'améliorer, puisse être amélioré. Et donc, ce message d'espoir qui a été donné aujourd'hui, je pense que nous allons, nous, le relayer davantage dans le média, traditionnel comme nouveau, de manière à ce que ce message soit donc intériorisé par tout le monde. Et donc au CNC d'avoir l'espoir sur le développement du Congo, l'espoir sur le bon fonctionnement du parti, l'espoir sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà Les lancements de la nouvelle carte au Congrès national congolais marquent non seulement une modernisation de l'outil de gestion des effectifs des militants, mais aussi une étape vers la consolidation des structures du parti. Et puis, l'Alliance des bâtisseurs du Congo a rendu hommage à l'un de ses patriarches, Edmond Zezalandou, père fondateur de la BACO, décédé le 28 avril 1977. 48 ans après, le président général de ce parti historique, le docteur Pierre-Anatole Matousila, a réuni en cette date mémorable du 28 avril les cadres et militants de son parti pour une formation sur les idéaux, la doctrine sociale de la BACO et aussi sur l'héritage politique de ses pères qui a valorisé une gestion basée sur le fédéralisme qui promeut la stabilité socio-politique et économique, renforçant la participation de la population et favorisant aussi une constitution adaptée aux besoins de la base au-delà des clichés de la balkanisation qu'on lui colle. Reportage. Ils ont commencé par observer une minute de silence en mémoire de leur patriarche.
Plus qu'une méditation, la commémoration du 48e anniversaire de la mort de Edmond Zezalandou, fondateur de l'ABACO, parti historique et avant-gardiste de l'indépendance de la RDC, a été placée sous le signe d'une formation à l'intention des cadres et militants de l'Alliance des bâtisseurs du Congo. Ces derniers appelés à intérioriser l'héritage politique de leur père fondateur, mais aussi à maîtriser les valeurs et idéaux de ces grands partis des démocrates fédéralistes. Sous la modération du secrétaire général Jean Kainou Mpembele, 2 sujets ont été abordés. Le premier était basé sur les valeurs politiques et morales à intérioriser par un abakiste pour l'exercice du pouvoir et exposé par Maître Poitingoma, premier vice-président du parti. Avant d'aborder l'épineuse question du fédéralisme, sujet faisant actuellement débat, le président général de l'ABACO, le Dr Pierre-Anatole Matousila, a d'abord montré les faiblesses d'un modèle de gestion basé sur le système d'un État unitaire, concentré et déconcentré, qui a reculé la RDC 65 ans après. Donc, dans un État unitaire, qu'il soit centralisé ou décentralisé, l'État exerce ses compétences, son contrôle sur toutes les structures infra-étatiques. Tout ce qui est en dessous de l'État, vous pouvez prendre une décision au Katanga, la libre administration des territoires, demain vous en prenez. Comme une leçon magistrale, avec exemple à l'appui, le docteur Matousila est ensuite revenu sur les avantages du système fédéral, socle du développement, à son avis. On va s'attaquer à tout ce qui veut nous donner une connotation négative pour dire que le fédéralisme c'est la division, le fédéralisme c'est la balance. Donc c'est le partage de compétences au sein d'un même État, entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées, en vue d'assurer un équilibre entre la protection de la minorité et leur désir de s'auto-gouverner et l'unité de l'ensemble et la protection des intérêts communs. L'ABACO promet de se déployer bientôt sur le terrain pour vulgariser les acquis de ces systèmes, mais ignorés du grand public. Lancé il y a un mois à Kananga, au Kasaï central, les travaux de cantonnage manuel sur l'axe Kananga-Mwambambushi se déroulent sans faille et à la grande satisfaction de tous. Cette initiative va permettre l'accessibilité dans le territoire de Dimbelengue qui va vers la ville de Mbujimaï. Il s'agit d'une route de desserte agricole qui est importante pour l'évacuation des produits agricoles. C'est ce que nous dit Soleil Toumbamoufika, correspondant RTJA, dans ce commentaire. Les suivis et évaluations d'un projet sert à démontrer que les activités mises en œuvre ont eu un impact mesurable sur les effets escomptés et qu'elles ont été exécutées de manière efficace. Alors sans ces suivis, tout est bâclé. C'est dans cette optique que ce jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, après avoir financé les travaux de cantonnage manuel sur l'axe Kananga-Mwambambuyi, est descendu lui-même sur terrain pour palper du doigt la qualité de l'ouvrage. L'ingénieur Augustin Toubadi qui fait exécuter ces travaux parle de ce qui s'est fait. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele nous a appuyés financièrement ici pour exécuter ces travaux qui consistent à faire le terrassement, le déboussage, compacter la chaussée ainsi que créer des caniveaux pour canaliser les eaux de pluie. Mais nous sommes inquiets du fait que chaque fois que nous exécutons ces travaux, des gros camions passent et anéantissent nos efforts déjà conjugués sur cet axe. L'homme à la tête d'une forte délégation composée des cadres de la fondation qui porte son nom, cet élu des élus est surpris de ce qui s'est fait sur terrain, à sa grande satisfaction. Lors des vacances parlementaires, j'avais promis d'arranger cette route qui mène vers Mwambambu. J'ai activé ça, c'est chose faite. Aujourd'hui, je vois la route qui est aménagée et vous voyez que je suis en train de superviser les travaux moi-même sur le terrain pour voir si réellement tout ce que j'ai déboursé comme l'argent, on met ça au service de cette route. Lors de son récent vacances parlementaires au Kasaï central, Jean Tshisekedi Kabasele avait dégagé ses constats. Les constats que j'avais fait c'était très amer. Je quitte à Kananga à 10h pour arriver à Mwambambuyi à 19h. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez que nous sommes déjà en Alakashi
on n'a pas fait 30 minutes de Kanangangalakash. Je suis l'homme le plus heureux au jour d'aujourd'hui. Il faut signaler que le cortège de ces petits bétons du Kasaï central a été arrêté à divers endroits par des milliers d'habitants de plusieurs villages, scandant ainsi des cris de joie en faveur de Jean Tshisekedi Kabasele pour la concrétisation de ses promesses réalisées dans cette partie de la ville de Kananga. Et de son côté, le gouverneur de la province du Congo central a lancé plusieurs projets de développement dans les territoires de l'Uozi. Le dimanche 27 avril 2025, il a doté des engins agricoles pour améliorer les routes des dessertes agricoles ainsi que les travaux de construction du marché de l'Uozi, avant d'annoncer toutefois le lancement dans un bref délai de la route du Beach. Pour le chef de l'exécutif provincial du Congo central, l'initiative sert à améliorer les conditions de la population de son territoire. Reportage signé Jean-Sar Mikanda. Accompagné d'une forte délégation composée notamment du président de l'Assemblée provinciale, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que de quelques membres du gouvernement provincial, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui séjourne dans les territoires de l'Uozi, a lancé une série d'activités de grande envergure pour le développement de ces territoires. Après avoir traversé le majestueux fleuve Congo via le bac moteur, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli chaleureusement par la population jusqu'à l'esplanade du bureau du territoire où il a dévoilé les raisons de sa visite. Dans son discours, Grace Bilolo a promis de proposer des solutions concrètes aux différents problèmes qui freinent le développement du territoire de l'Uozi. Pour lier l'utile à l'agréable, le gouverneur de province a lancé officiellement les travaux de construction du marché moderne dans la cité de l'Uozi afin de moderniser l'espace commercial et améliorer les conditions de travail des vendeurs et commerçants. Dans ce même élan, le patron de l'exécutif provincial a doté le territoire des engins lourds pour les secteurs agricoles afin de réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Objectif, faciliter l'écoulement des produits agricoles et dynamiser l'économie locale. Dans son intervention, il a promis pour bientôt le lancement des travaux d'asphaltage du tronçon routier reliant le Beach à la cité de l'Uozi, un parcours d'environ 3 km. Une avancée historique pour la cité qui, pour la première fois, connaîtra le macadam sur ses artères principales. Sur la question très sensible du bac moteur, essentiel pour assurer la traversée du fleuve Congo, Grace Bilolo a rassuré qu'une solution urgente est en train d'être prise en collaboration avec les élus de l'Uozi. Dans le secteur de Mongolo-Loa, situé à environ 55 km du territoire de l'Uozi, des engins agricoles ont été également remis aux représentants de la population dimanche pour améliorer leur production. Parlons aussi de cette crise qui sévit au sein du Conseil national de l'ordre des experts comptables. La décision du 8 avril 2025 portant mesures disciplinaires spéciales à l'encontre de certains experts comptables suite à la certification non conforme aux états financiers est qualifiée d'illégale par le collectif d'experts sanctionnés pour cette mesure. Pour son conseil avocat, cette décision n'a pas respecté le droit de défense. Il a saisi le Conseil d'État pour être rétabli dans ses droits. Détail dans ce reportage signé André Ikoma et Patou Bonyoko pour les images. Suspendu par le Conseil national de l'ordre des experts comptables suite à la certification non conforme des états financiers, le collectif des experts comptables crie à la violation de la loi et réclame la justice, mieux leur réhabilitation. C'est ce qui justifie cette saisine du Conseil d'État, comme explique Maître Vali Kalinga, avocat conseil. Ok, merci monsieur le journaliste. Nous avons saisi le Conseil d'État par une procédure de référé liberté contre la décision. L'humanité célèbre le 28 avril de chaque année la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. En cette édition 2025, l'accent est mis sur l'impact des technologies émergentes sur les conditions de travail. Cet événement doit conduire à un renforcement de la prévention
ainsi qu'à une réflexion collective sur l'usage du progrès technologique dans le monde du travail. Suzy Kibero-Marie pour l'image. C'est à l'impact des technologies émergentes sur les conditions de travail qui est centrée ce 28 avril 2025, la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Pour l'UNSA, face aux nombreuses évolutions du monde du travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que le respect des droits fondamentaux des travailleurs, doivent être absolument garantis. L'introduction des technologies émergentes au travail présente des avantages comme des inconvénients. Mal gérée ou mal anticipée, elle peut conduire à une intensification du travail, à une surveillance accrue des performances et à une perte d'autonomie par exemple. À cela peuvent s'ajouter des facteurs de risque tels que le stress ou la surcharge cognitive provoquée par l'adaptation constante à ces nouveaux outils, notamment l'émergence de ces technologies qui bouleversent donc non seulement les modes de production, mais aussi les rapports humains au travail. Autant d'éléments qui accroissent la surveillance de risques psychosociaux. Ce constat doit conduire à un renforcement de la prévention et à une réflexion collective sur l'usage du progrès technologique dans le monde du travail. Les représentants du personnel doivent impérativement être associés à cette réflexion. Cette exigence se justifie d'autant plus que, dans un contexte où les maladies psychiques reconnues ne cessent de progresser, notamment en France, avec plus de 25% entre 2022 et 2023. Ces transformations du travail s'inscrivent par ailleurs dans un contexte qui ne laisse entrevoir aucune amélioration pour les travailleurs. Dans les années 2023, selon l'Organisation internationale du travail, 3 millions de personnes sont mortes à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit une progression de plus de 5% depuis 2015. L'actualité maintenant dans le domaine de la santé, la semaine mondiale de la vaccination qui se clôture ce 30 avril 2025 est une initiative lancée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a pour objectif de rappeler le rôle primordial que jouent les vaccins pour protéger les enfants des maladies évitables. Chaque année, la vaccination permet ainsi de protéger, selon l'OMS, 4,4 millions de vies. Avant l'introduction du vaccin en 1963, la rougeole tuait 2,6 millions de personnes par an dans le monde. En 2022, ce chiffre n'était plus que 136 000. En 50 ans donc, le taux de survie des nourrissons a augmenté de 30% grâce à la vaccination. En dépit des avancées majeures réalisées grâce à la vaccination, les défis restent nombreux. Beaucoup trop d'enfants dans le monde ne sont toujours pas vaccinés malheureusement, une situation qui pourrait s'aggraver en raison de la baisse des financements mondiaux. À la découverte maintenant des tapirs qui sont des animaux fascinants, angules non ruminants. Ils sont dotés d'une trompe et peuplent les forêts tropicales et les milieux humides d'Amérique ainsi que de l'Asie. Ces herbivores ont un rôle important à jouer dans la présentation des écosystèmes. Découvrons-le ensemble avec Suzy Kibero-Marie. Le tapir est à l'honneur avec une physionomie unique, aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Ce drôle d'animal se sert d'une trompe préhensile pour cueillir des fruits, manger des feuilles et des plantes. Immergé sur la surface de l'eau, il utilise cette trompe tel un tuba. Il peut également retenir sa respiration et marcher au fond de l'eau, une technique bien utile pour échapper à ses principaux prédateurs que sont les jaguars et les pumas. Le tapir est une espèce dite parapluie. Sa protection permet de protéger l'ensemble de la faune et de la flore de son biotope. Le tapir est très important dans son environnement puisqu'il se déplace de territoire en territoire et établit ainsi les liens fonctionnels entre les différents types d'habitats. Herbivore, c'est également un indispensable disséminateur des graines grâce aux plantes, feuilles et fruits qu'il ingère et qu'il ressème sous forme d'excréments fertilisateurs. Il participe aussi
au renouvellement de la végétation. Les tapirs sont des animaux plutôt coopératifs. Il existe plusieurs types de tapirs terrestres, Chiquita, Floral et le mâle Obi qui participent volontiers aux entraînements médicaux. Chez les tapirs de Malaisie, seul le mâle Tioman réalise quelques exercices. La femelle, Utari, ne se laisse pas encore approcher. C'est un travail de longue haleine que de gagner la confiance des animaux. Pour associer ces moments à des instants de plaisir pour l'animal, les soigneurs leur donnent de la nourriture qu'ils apprécient particulièrement, ce qui fonctionne le mieux avec les tapirs. La banane, ils en sont friands. Petit à petit, les tapirs se prêtent à l'exercice en nourriture, à la clé, juste avec des gratouilles et des félicitations orales en récompense. Ainsi s'achève cette édition d'information. Rappelons quelques sujets phares au sommaire de ce journal. Maxime Prévost, patron de la diplomatie belge, entame une tournée en Afrique centrale après avoir visité quelques pays limitrophes de la RDC à l'instar de l'Ouganda et du Burundi. Prévost séjourne actuellement à Kinshasa, capitale congolaise, pour une coopération multisectorielle. Trois morts, dont un militaire et 2 civils. C'est le bilan enregistré après des braquages orchestrés dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. La société civile locale sollicite la suspension immédiate du maire de la ville face à ces cas répétés. Enfin, la semaine mondiale de la vaccination se clôture le 30 avril prochain. Lancée par l'OMS, cette semaine a sensibilisé l'opinion sur le rôle primordial du vaccin pour la protection des enfants face aux maladies infectieuses évitables. C'était tout pour l'essentiel. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Merci pour l'attention accordée à l'actualité sur la RTGA. Très bonne suite de programme sur nos antennes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.